Europe 1. Le journal de 6h30. Margot Siffert, bonjour. Bonjour Thomas, bonjour à tous. Des agriculteurs en colère ce matin. Le Conseil constitutionnel censure la disposition la plus contestée de la loi du plomb, celle qui prévoyait sous condition la réintroduction d'un pesticide de la famille des néonicotinoïdes interdit en France depuis 2018, mais dont la toxicité n'a pas été totalement prouvée. Les sages le jugent finalement contraire à la charte de l'environnement, Charles Bouchin. Oui, le Conseil constitutionnel a estimé que cette mesure aurait des incidences sur la biodiversité et pourrait engendrer des risques pour la santé humaine. Le retour de l'acétamipride était réclamé par les syndicats agricoles et notamment les producteurs de prunes, de betteraves et de noisettes. Alors cette censure inquiète Véronique Le Floch, présidente de la coordination rurale. On va se poser des questions sur notre avenir, qu'on soit en bio ou en conventionnel. On ne pourra pas tenir parce que la baisse des rendements sera telle que financièrement, économiquement, ça ne tiendra pas. Donc c'est la fin de l'agriculture. Aujourd'hui, la molécule de la famille des néonicotinoïdes est autorisée dans tous les pays de l'Union européenne, ce qui pourrait avoir des conséquences à terme sur la souveraineté alimentaire de la France selon elle. C'est peut-être demain aller vers une agriculture qui sera de plus en plus industrielle. On aura plus d'importations, moins de contrôle, plus de problèmes de santé, plus de problèmes d'environnement et on n'aura pas une alimentation moins chère. Donc on aura tout faux. La présidente du syndicat agricole réclame désormais que le gouvernement assume jusqu'au bout en contrôlant et en interdisant l'importation de fruits et légumes traités par ce pesticide dans les autres pays européens. Charles Bouchin pour Europe 1, une décision jugée inacceptable également du côté de la droite. Le chef de file des députés LR, Laurent Wauquiez, dénonce le niveau d'ingérence des juges constitutionnels qui devient un vrai problème pour notre démocratie. Marine Le Pen reproche au Conseil constitutionnel de se comporter comme un législateur sans légitimité démocratique. Sans surprise, la gauche salue une victoire pour l'écologie, la santé et la démocratie. Ce sont les mots du premier secrétaire du PS, Olivier Faure. Le Conseil constitutionnel rend d'autres décisions très attendues. Avec ce revers pour le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau, l'allongement de la durée de rétention d'étrangers condamnés pour des infractions graves et jugés dangereux a été censuré. La loi pour refonder Mayotte, quant à elle, validée. Elle vise notamment à durcir l'immigration. Le Conseil constitutionnel approuve aussi le nouveau mode de scrutin pour les municipales à Paris, Lyon et Marseille. Les conseillers des mairies seront élus directement en plus des représentants d'arrondissement. Il est 6h33, vous écoutez Europe 1 matin. Au lendemain du durcissement de la position d'Emmanuel Macron à l'égard d'Alger, le Premier ministre François Bayrou choisit lui aussi la fermeté. Il estime que l'Algérie ne tient pas ses engagements et n'hésite pas à répliquer. Jacques Serret. Oui, François Bayrou salue le virage diplomatique souhaité par Emmanuel Macron. Si vous reprenez vos archives, vous aurez trouvé une déclaration il y a 3 mois, peut-être 4 mois, après un comité interministériel dans laquelle nous avions annoncé exactement les décisions et les principes que le président de la République a repris hier. Et donc on va les appliquer. Le Premier ministre acte la suspension de l'accord de 2013 concernant les exemptions de visa sur les passeports officiels et diplomatiques. Pas question pour autant de claquer définitivement la porte au régime d'Abdelmadjid Tebboune. Le but du gouvernement et des autorités françaises et du président de la République, c'est de faire respecter les principes de l'accord et de retrouver des relations normales un jour. La France n'est pas dans l'esprit d'un affrontement perpétuel, insiste François Bayrou, tout en soulignant que le principal problème aujourd'hui est la non-réadmission dans leur pays des Algériens jugés dangereux par Paris. Jacques Serret pour Europe 1, mais l'Algérie accuse de son côté la France de s'exonérer de ses responsabilités dans la crise bilatérale. L'armée israélienne va prendre le contrôle de Gaza, c'est ce qu'a approuvé cette nuit le cabinet de sécurité israélien pour vaincre le Hamas. Une aide humanitaire à la population civile en dehors des zones de combat sera distribuée, précise le communiqué des bureaux de Benyamin Netanyahou. 7 ans après leur dernière rencontre, Donald Trump et Vladimir Poutine devraient réitérer l'expérience dans les prochains jours, probablement la semaine prochaine aux Émirats Arabes Unis. Les préparatifs du sommet ont déjà commencé. Volodymyr Zelensky ne devrait pas être de la partie. Le président russe estime que les conditions pour un face-à-face ne sont pas réunies. L'incendie exceptionnel dans le massif des Corbières dans l'Aude désormais fixé. Un incendie qui a parcouru en un peu plus de 48 heures 17 000 hectares de végétation et tué une sexagénaire du petit village de Saint-Laurent de la Cabrerie, un village au cœur du Brasier où Margot Bongrand s'est rendue pour Europe 1 mais où la vie s'est arrêtée.
C'est un désastre et c'est une vie pas normale, effectivement. Ici, la vie est mise sur pause depuis que l'incendie a encerclé la commune. La route principale du village est peu accessible pour laisser la priorité aux pompiers présents en nombre. Régis observe les rotations depuis son jardin. Le village est un peu encombré par les moyens des pompiers. C'est le balai incessant des hélicoptères, c'est les arrivées, les départs des véhicules. Face au massif calciné, aux reprises de fumée, les sentiments s'entremêlent. Chantal promène son chien avec un entrain différent du quotidien. Ce qui est difficile, c'est le côté psychologique. Les gens sont vidés, abattus. C'est tellement choquant de voir le coin comme ça que tout le monde est stressé, court partout. C'est tout remis en question. L'accès au réseau est parfois coupé. De nombreux foyers sont encore privés d'électricité. Valérie essaie alors d'anticiper. Ça fait 3 jours donc maintenant que j'ai pas de réseau. On vit au rythme des coupures d'eau, donc je remplis tous les contenants que j'ai quand même. Et puis on est en vigilance, quoi. Heureusement, dans ce village, tout le monde se connaît et une solidarité s'est naturellement mise en place. La mairie met des packs d'eau à disposition au foyer. Les voisins s'entraident pour notamment commencer à déblayer dans les quartiers les plus touchés. Saint-Laurent-de-la-Cabrerie, Margot Bongrand, Europe 1. Et les pompiers poursuivent leur combat contre l'incendie désormais fixé mais qui ne sera pas éteint avant plusieurs jours et les enquêteurs cherchent toujours à déterminer les causes de ce feu. Il a été touché de 3 coups au thorax. L'état de santé de Gilles Dussault, maire de Villeneuve-Saint-Marc dans l'Isère, s'améliore. Son pronostic vital n'est plus engagé. Mais l'assaillant qui l'a agressé à l'arme blanche est toujours recherché. Le parquet de Vienne a ouvert une enquête pour tentative de meurtre. Une agression de trop pour le président de l'Association des petites villes de France, Christophe Bouillon, au micro d'Europe 1. Trop, c'est trop. On a connu ces dernières années une recrudescence des violences physiques faites aux élus. Ça commence parfois par des menaces verbales, mais très vite ça se transforme en violence physique. On s'en prend aux élus et même pire que ça, c'est l'exemple de notre collègue maire aujourd'hui, on s'en prend aussi à leur famille et ça devient insupportable, scandaleux. Malgré les dispositifs qui ont été mis en œuvre, eh bien on voit que c'est pas suffisant et que les élus ne sont pas protégés aujourd'hui par leur écharpe tricolore. Au contraire, on continue à s'en prendre à eux et c'est inacceptable. Donc il faut vraiment qu'à un moment ou à un autre, la sanction soit forte, ferme et surtout que le message passe et que on donne des exemples pour qu'à un moment ou à un autre, ça dissuade en effet celles et ceux qui seraient tentés de s'en prendre aux élus de ne pas le faire. Christophe Bouillon, président de l'Association des petites villes de France, au micro Europe 1 d'Antoine Fenech. Et résultat de cette colère grandissante, d'après les informations d'Europe 1, les démissions de maires ont augmenté, Jean-Baptiste Marty, de 30% par rapport à la période 2014-2020. Le constat est édifiant. En 2024, tous les départements de France ont connu au moins un incident impliquant un maire. Toutes les zones géographiques de la France sont ainsi touchées, ce qui explique l'explosion des démissions. 3000 abandons de poste depuis l'élection municipale de 2020. La raison principale, ce sont les agressions, qu'elles soient verbales ou physiques. Il y en aurait environ 2000 chaque année selon le ministre de la Santé, Yannick Neuder. Mais ce n'est pas tout. Parmi les autres raisons, il y a les rapports de plus en plus complexes avec les services de l'État et la difficile conciliation entre vie personnelle et vie professionnelle. Selon les informations d'Europe 1, rien qu'au mois de janvier dernier, sur les 136 plaintes déposées par les élus, 70% l'ont été par des maires. Ils dénoncent un rôle de bouc émissaire trop difficile, surtout pour les maires de petites communes, les plus concernés par ces démissions. Eux qui ne gagnent parfois à peine plus que le SMIC, c'est 1300 € net pour gérer une commune de moins de 1000 habitants. Résultat, sur les 35 000 maires en France, 2500 ont d'ores et déjà fait savoir ne pas vouloir se représenter l'année prochaine lors des élections municipales, soit plus de 7% des élus en poste. Jean-Baptiste Marty pour Europe 1. Nouvel acte antisémite à Paris où les locaux de la compagnie aérienne israélienne El Al ont été vandalisés, les murs recouverts de peinture rouge, des inscriptions en faveur de la Palestine et des tags accusant l'entreprise de compagnie génocidaire. Un acte de terrorisme parce que ça a pour but de terroriser, assure Joshua Zarka, l'ambassadeur d'Israël en France. La ministre israélienne des Transports dit attendre des autorités françaises des mesures fortes à l'encontre des auteurs. Il est 7h20, vous écoutez Europe 1 Matin. Le compte à rebours est lancé alors que le 69e Ballon d'Or de l'histoire sera remis le mois prochain. La liste des 30 joueurs nommés a été officialisée et comme attendu, Thomas Guignot, elle fait la part belle aux joueurs du PSG vainqueur de la Ligue des Champions en mai dernier.
Oui, ce sont presque tous les titulaires de la finale de la Ligue des Champions qui sont présents, à commencer bien sûr par le grand favori, le français Ousmane Dembélé. Seulement qu'à l'appel, les défenseurs centraux, Marquinhos et William Pacho. Mais le PSG pourrait surtout faire un carton plein lors de cette cérémonie. Désiré Doué, nommé aussi pour le Ballon d'Or, pourrait repartir avec le trophée Copa, récompensant le meilleur jeune. Gianluigi Donnarumma, lui, est en lice pour le trophée Yashin, décerné au meilleur gardien. Et l'architecte de cette équipe, Luis Enrique, pour celui du meilleur entraîneur. Cerise sur le gâteau, le club de la capitale pourrait décrocher le titre de club de l'année. Du côté des autres Français, on retrouve bien sûr l'inévitable Kylian Mbappé pour sa première saison au Real Madrid, toujours à la recherche de son premier Ballon d'Or. Alors la France aura-t-elle un successeur à Karim Benzema, vainqueur en 2022 dès cette saison? Réponse le 22 septembre au Théâtre du Châtelet à Paris. Thomas Guignot pour Europe 1. Et puis du nouveau dans les cages du Paris Saint-Germain, Lucas Chevalier devrait quitter le LOSC direction le club de la capitale. Le montant de l'indemnité de transfert atteindrait les 40 millions d'euros. Merci Margot Siffer, 6h41.